retour sur le plateau de votre émission Société. Merci à vous de nous rejoindre. Quel bonheur de vous retrouver depuis le port de Jaffa. Nous sommes ensemble tous les jours en live. Société, un autre regard sur l'actualité, mais aussi sur votre quotidien. Voici le menu, chers téléspectateurs. Votre animal de compagnie semble mal vivre les moments où vous n'êtes pas là, il est agressif ou n'est pas propre. Il existe des solutions pour remédier à ces comportements parfois problématiques au quotidien que la zoopsychiatrie peut vous apporter. Pour la 12e fois de sa carrière, le Français Stéphane Peterhansel a remporté le Dakar. Le pilote a passé victorieux hier la dernière étape du Dakar 2016 en Argentine. L'occasion pour son écurie Peugeot de célébrer son premier succès sur le rallye raid depuis 1990. Le syndrome d'Asperger, un trouble de l'autisme encore mal compris aujourd'hui. En Israël, des programmes spécifiques sont mis en place pour aider les jeunes atteints de ce syndrome à s'intégrer dans la société avec leurs différences et parfois même à faire de hautes études. Mais tout de suite, je vous propose de faire un point sur les principaux titres de l'actualité. Journée historique pour l'Iran. Après plus de 10 ans d'asphyxie économique, la levée des sanctions démarre. 6 mois après la signature d'un accord sur son programme nucléaire, l'AIEA donne son feu vert pour son application. Israël s'inquiète. 3 jours de deuil national au Burkina Faso, 29 morts. C'est le bilan de l'attentat de vendredi. Des Français, des Américains, des Suisses et des Canadiens parmi les victimes. Le pays est sous le choc. Droitiser, ce n'est pas une insulte. La petite phrase du jour est signée Manuel Valls. D'échéance de nationalité primaire à gauche pendant 1h30. Le Premier ministre a abordé tous les sujets sur France 2. Et tous les dimanches, nous parlerons de nos enfants avec notre pédiatre, Michael Wolf. Bonjour Michael. Bonjour Valérie. Alors en cette période hivernale, il y a beaucoup de petits virus, des rhumes, des toux et bien d'autres choses qui nous empoisonnent la vie à nous, les parents. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler d'une pathologie, celle qui est liée, la douleur qui est liée à la croissance de nos petites têtes blondes. Ça peut être très douloureux et ça nous inquiète beaucoup. Quelles sont ces douleurs exactement, Michael, et pourquoi arrivent-elles? En fait, je voulais vraiment vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Ça touche à peu près 10-20% des enfants, autant les garçons que les filles. C'est totalement banal, mais surtout, ça fait mal. Alors, pourquoi ça fait mal? Parce qu'il faut savoir que le corps d'un enfant ne grandit pas de manière symétrique. Les os vont grandir plus rapidement que les muscles. Ceux-ci vont être sous tension, surtout en fin de journée et la nuit. Et ça fait mal. Et les enfants peuvent se réveiller en pleine nuit avec des douleurs aux jambes, aux genoux, aux orteils. Et on est un petit peu dans la panique. Oui. Alors, justement, y a-t-il des périodes de la vie où les enfants souffrent plus qu'à d'autres périodes? Il y a 2 grandes périodes. Les enfants de 3-6 ans qui prennent jusqu'à en moyenne un demi-centimètre par mois. Et ensuite, les enfants de 10 à 14-15 ans, ils prennent jusqu'à 2 cm en moyenne par mois. Et au sein même de ces périodes-là, eh bien, la croissance n'est pas linéaire. Elle monte, elle va par pic. Et c'est durant ces pics, les enfants ont ces types de douleurs. Oui, alors si elles sont bénignes, ces douleurs, pourquoi elles inquiètent autant les parents? Parce qu'elles apparaissent la nuit. Et c'est bien connu, tout ce qui est nocturne et anxiogène. Imaginez que les parents sont en train de lire un bouquin tranquillement le soir. Et tout d'un coup, l'enfant se réveille en hurlant. Quelle chance de pouvoir lire un bouquin. Déjà, la possibilité de pouvoir dormir. Exactement. En tout cas, voilà, c'est anxiogène parce que ça apparaît la nuit. À ce moment-là, les parents ont tendance à aller consulter leur médecin qui, la plupart du temps, après avoir bien confirmé le diagnostic, va rassurer les parents. Comment réagir face à ces douleurs? Mais à partir du moment où on sait que c'est totalement banal, on rassure d'abord l'enfant, on peut lui masser les zones douloureuses et si vraiment on n'y arrive pas, eh bien tout simplement du paracétamol, voire parfois du ibuprofène résout le problème. C'est tout, rien d'autre? Rien d'autre. Et ça disparaît dans 100% des cas. Merci beaucoup Michael Wolf et j'ai le plaisir d'accueillir un autre docteur, Stéphane Blauer. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes vétérinaire, les troubles du comportement des animaux de compagnie peuvent être très handicapants pour les animaux qui en souffrent et pour leurs propriétaires. Un champ de médecine, de la médecine justement vétérinaire se développe depuis de nombreuses années afin de mieux comprendre ces troubles, mieux les identifier, mieux les soigner et ce champ s'appelle la zoopsychiatrie. Alors comment ça se passe une consultation chez vous, docteur Blauer, puisque un animal ne parle pas? Vous allez me dire, Michael, un bébé ne parle pas non plus. Ça dépend. C'est vrai, mais comme dit Michael, ça dépend. C'est-à-dire que le chien ne parle pas et par contre il s'exprime et c'est pas le fait d'être zoopsychiatre. Tous les vétérinaires ont des patients qui ne parlent pas et un chien par exemple qui a mal à la patte, il n'arrive pas chez le vétérinaire en disant docteur j'ai mal à la patte.
il boite, il refuse de sauter, il refuse de descendre des escaliers. Dans mon domaine, je peux avoir par exemple un chien qui n'est pas capable de rester seul pendant la journée tout seul dans sa maison ou dans son appartement. Il va commencer à gratter les portes, il va commencer à hurler, il peut gratter jusqu'au sang et les gens rentrent chez eux, trouvent du sang sur les murs. J'ai même eu des cas où le chien s'était défenestré. Donc vous voyez à quel point ils ne parlent pas, mais ils expriment beaucoup de choses. Quels sont les troubles le plus souvent rencontrés ? Alors, on va faire la différence entre le chien et le chat. Chez le chien, on a beaucoup de troubles de l'autonomie, donc des chiens qui ne peuvent pas rester seuls, comme je viens de l'expliquer. On a de l'agressivité, des chiens qui peuvent être agressifs envers leurs propres propriétaires ou des gens étrangers, et donc ce sont des chiens qui peuvent être dangereux. Les peurs, comme on l'a vu sur le petit film tout à l'heure, un chien qui a peur soit de choses bien précises, soit de tout, et alors le chien est très difficile à promener dehors. Chez le chat, on va trouver surtout des problèmes de malpropreté, c'est très vite insupportable un chat malpropre pour les propriétaires, ou de l'agressivité qui la plupart du temps est tournée contre les propriétaires. Pourquoi parle-t-on de psychiatrie, Stéphane ? Ça veut dire qu'un animal finalement peut être fou ? Absolument. On a des troubles qu'on peut dire compulsifs, c'est-à-dire que le chien ou le chat entre dans un comportement qu'il ne peut pas arrêter. Par exemple, il va tourner sur lui-même, il peut s'auto-agresser, il peut se lécher jusqu'au sang, jusqu'à se faire des plaies. Et puis on trouve aussi chez le chien et le chat des troubles d'hyperactifs. Alors, nous avons des troubles hyperactifs hypersensibles, comme on peut les trouver chez l'enfant. On a aussi des chiens ou des chats qui peuvent être dépressifs. On a des chiens schizophrènes ? On n'a pas des chiens schizophrènes tels qu'on l'entend en médecine, mais on a des chiens avec des hallucinations, ça c'est sûr. Oui, quelles hallucinations, vous savez, on vous le dit. Eh bien voilà, vous c'est le même problème, ils ne parlent pas. Dites-nous-en un petit peu plus sur votre métier. Ça, c'est vraiment la zoopsychiatrie, mais vous êtes aussi vétérinaire, évidemment. Alors, bien sûr, je suis vétérinaire. J'exerce maintenant uniquement en zoopsychiatrie. Le vétérinaire, si vous voulez, il est là pour prévenir et pour soigner les maladies des animaux de compagnie. Et dans mon domaine, dans la zoopsychiatrie, je m'occupe uniquement des problèmes de comportement, et en ce sens, eh bien, je participe à la santé de l'animal, puisque la santé de l'animal telle qu'elle est définie, en tout cas la santé telle qu'elle est définie par l'OMS, c'est un complet bien-être physique, mais aussi mental et social. Comment trouver en fait un zoopsychiatre dans la ville où on habite ? C'est facile ? C'est très simple. Les vétérinaires zoopsychiatres se sont réunis en une association qui s'appelle Zoopsy. Zoopsy a un site internet qui s'appelle zoopsy.com. Vous entrez sur le site internet, vous allez trouver plein d'informations utiles, dont une partie de géocalisation. Et où que vous habitiez, que ce soit Paris, un petit village de la France, que ce soit New York, que ce soit Montréal, que ce soit Liège et bien sûr Tel Aviv, vous allez trouver un vétérinaire diplômé qui exerce la zoopsychiatrie près de chez vous. Michael, on a l'impression que c'est plus facile de trouver un zoopsychiatre qu'un pédiatre. Non, on dit pas on en trouve aussi. Merci beaucoup. Allez, place au sport avec vous, Samuel Calvo. Bonjour. Bonjour. Épilogue du Dakar, la course automobile a pris fin à Rosario en Argentine après une dernière étape de 180 km. Quels sont les résultats de ce Dakar 2016 ? Eh bien, c'est le Français Stéphane Peterhansel qui remporte son 12e titre dans le Dakar. Donc, il en a déjà 6 en moto. Et là, c'est donc son 6e en voiture. On écoute sa réaction. Je suis vraiment fier d'être le gagnant cette année avec Peugeot et je me souviens quand j'ai commencé le Dakar, c'était mon rêve de piloter sur une voiture comme celle-là et on est gagnant en 2 années consécutives, c'est super. Oui, donc une réussite incroyable, comparable à celle d'un autre Français, c'est Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde de WRC, qui a remporté la 13e et dernière étape et qui accumule donc 4 victoires dans ce Dakar. Pas mal du tout pour une première expérience, écoutez-le. C'est pas facile d'arriver ici et de découvrir ce genre de course, d'essayer de défendre une position dans une pratique qui m'est quasiment inconnue. Donc on a fait des erreurs et l'année prochaine, on reviendra encore plus fort. En tout cas, il n'y a pas de hasard parce que ces pilotes-là, on les connaît et ils sont quand même tenants du titre. Ça veut dire que chaque année, ils sont là, ils sont présents, il faut se méfier d'eux. Samuel, on va partir en Australie pour parler titre et pour parler tennis avec le gagnant du tournoi ATP de Sydney. Oui, c'est Viktor Troicki qui conserve son titre. Alors, ça n'a pas été facile face au Bulgare Dimitrov qui s'est avéré être un adversaire plutôt coriace. Ça s'est terminé en 3-7, 2-6, 6-1, 7-6, avec une balle de match magnifique. Donc, vous la regardez, sur un croisé, donc sur son revers, un passing. Vous le voyez sa femme également. Oui.
Et alors toujours en Australie, demain commencera le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Le numéro 1 mondial Djokovic va affronter Chung Hae-yeon, le tout jeune sud-coréen, avec des températures qui devraient approcher les 37 degrés. Les conditions vont être compliquées, mais le Serbe imperturbable ne veut montrer aucun signe de faiblesse. Écoutez-le. Il faut se tenir prêt à toute éventualité. Je pense que la météo à Melbourne est très difficile à prédire. On dit qu'il peut y avoir les 4 saisons en une seule journée. Donc bon, je m'entraîne très dur pour être capable d'affronter des conditions extrêmes, notamment avec un travail sur mon endurance. Bien sûr, si la température dépasse les 40 degrés, ça va être compliqué. Mais quoi qu'il en soit, on est 2 sur le terrain, donc c'est une difficulté partagée. On verra demain, mais en tout cas, j'essaierai de faire de mon mieux. Vous aimez le tennis, messieurs ? Oui. Premier tournoi du Grand Chelem en Australie. La difficulté de ce tournoi, c'est évidemment le soleil. Il va falloir affronter les hautes températures. Alors, les conseils aux sportifs, c'est quoi ? Boire. Boire. On peut offrir un sorbet au cerf, ça peut le faire. Direction maintenant les falaises autrichiennes pour une course automobile pas très ordinaire, hein, Samuel ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que vous pouvez donner une Formule 1 sur de la neige, messieurs, dames ? On aimerait bien voir des images, je suis sûre que c'est impressionnant. Vous aimez les images impressionnantes, hein ? J'adore ça. Donc regardez, c'est Max Verstappen, c'est le jeune espoir belgo-néerlandais qui a tenté l'expérience, équipé de pneus chaînés. Donc c'est une monoplace qui est faite pour être pilotée sur une piste normalement parfaitement lisse. Et pourtant, ces images sont impressionnantes, tant par la vitesse que par le danger de faire ça en haut de ces montagnes enneigées. Regardez ça. Et alors ça va vite ? Ça va très vite et c'est pas du tout une voiture qui est faite pour subir des rebonds en fait, parce que c'est très rigide pour justement bien coller à la route. Donc c'est assez surprenant. On va écouter la réaction de ce jeune pilote à la suite de cet essai. C'est vraiment une expérience unique, c'est un tout nouveau monde pour moi. Mais je me suis vraiment régalé. C'est compliqué d'être secoué de haut en bas, mais le fait de piloter sur ce circuit, c'est vraiment unique. C'est impressionnant, et rien que le fait d'avoir ce panorama en pilotant une Formule 1, c'est vraiment exceptionnel. Un amateur de sensations fortes, hein, ce jeune homme. Et puis on reste dans les montagnes, mais cette fois-ci en Italie, pour du ski cross. Oui, c'est dans la station de Waltes, c'est Jean-Frédéric Chapuis qui a remporté sa 3e épreuve de Coupe du Monde de la saison devant 2 autres Français, Sylvain Miaillet et Jonas Devoissou. Donc c'est assez rare et c'est beau de voir sur le podium uniquement des Français. Regardez là, donc c'était à l'arrivée. Regardez, on voit pas juste le 3e qui est sous le panneau, mais vous voyez comme c'est rare. Et ça, c'est les femmes. Donc c'est la Suédoise Anna Holmund qui s'impose juste devant la Française Alizé Baron. Et bien, bravo à cette victoire masculine 100% française. Merci à vous 3. On passe tout de suite au grand dossier. Connaître par cœur un annuaire, rien qu'en tournant les pages, savoir repérer des détails quasi invisibles sur une carte ou encore apprendre une langue étrangère en un temps record. Voici quelques-uns des exploits dont sont capables certaines personnes touchées par le syndrome d'Asperger, une forme de l'autisme. C'est le thème de notre grand dossier aujourd'hui. Alors, pourquoi ces enfants souffrent-ils d'un grave échec scolaire ? Et plus tard adultes, pourquoi ont-ils du mal à trouver un emploi ? Bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas adaptés à notre société, ou bien peut-être est-ce l'inverse ? En Israël, en tout cas, l'université de Tel Aviv a répondu aux défis que représentent ces étudiants pas comme les autres. Elle a ouvert il y a 2 mois un programme pilote pour permettre de s'insérer dans la vie universitaire. Un reportage signé Fleur Citruc. Ce matin, Oren s'est levé tôt car il a cours à l'université de Tel Aviv. C'est toujours un peu la course avant d'aller à la fac. J'aime beaucoup ce programme car j'ai la possibilité de me débrouiller tout seul, sans mes parents. Problème de sociabilisation, difficulté à communiquer, Oren n'a que 2 ans quand sa puéricultrice fait part de son inquiétude à ses parents. Plus tard, ils vont mettre un nom sur cette maladie, Asperger, un trouble du spectre autistique. On ne savait même pas si Oren pourrait aller à la fac, suivre des études. Mais avec les années, il a fait beaucoup de progrès et nous avons repris espoir. Et puis pour notre plus grande joie, il a pu participer à ce programme qui s'est ouvert. C'est bien plus que des études. Il est à la fois guidé et soutenu dans ses études et dans la vie en général. Pour le
le moment, seuls 6 jeunes âgés de 21 à 31 ans ont été sélectionnés pour participer à ce programme pilote. 4 d'entre eux ont demandé à rester anonymes dans ce reportage. Bonjour. Alors pour commencer, nous allons faire passer notre pierre afin de rassembler le groupe et nos idées. Je suis un peu ému parce que ce sujet est nouveau pour moi. On commence une nouvelle semaine. Le premier cours de la journée est consacré à l'autogestion. Les élèves apprennent comment organiser leur temps, gérer leur budget, préparer à manger ou encore faire des activités collectives. Ce qui leur manque, ce sont les stratégies d'organisation, de planification, de prise de décision ou encore les stratégies pour faire un choix. Les jeunes dans cette catégorie du spectre autistique ont énormément de connaissances, mais elles sont éparpillées et il faut les aider à intégrer tout ça. C'est justement le but de nos cours. Les jeunes avec Asperger n'ont pas de déficience intellectuelle, bien au contraire, ils sont parfois dotés de qualités hors normes, comme une mémoire exceptionnelle, un don pour les langues ou pour la musique. Ce programme est là pour leur permettre d'exploiter au mieux leur potentiel. Dans ce projet, ce que j'aime, c'est la possibilité d'expérimenter, de connaître l'université de plus près, comment elle fonctionne, où est-ce que je me place au milieu de tout ce bazar. Ce programme est un peu un cocon qui nous soutient et nous protège, et ça m'aide à entrer progressivement dans le monde des études. Le programme mélange cours pratiques et cours académiques comme anglais ou informatique. Ce qui m'a frappé dans le groupe, ce qui le rend spécial, c'est que les élèves sont extrêmement motivés. Sinon, je n'ai pas changé grand-chose dans ma façon d'enseigner. Peut-être qu'ils doivent être un peu plus remis sur les rails, mais ce sont des étudiants formidables et je leur souhaite beaucoup de succès. Les étudiants peuvent aussi assister aux cours magistraux de leur choix pour en savoir plus sur les matières qui les intéressent et leur permettre de s'orienter à la fin de l'année. J'ai choisi de participer à ce programme car j'ai compris que j'avais besoin d'être orienté dans ma vie, pour apprendre à cuisiner tout seul, devenir indépendant, mais que j'avais aussi besoin d'être orienté et aidé dans mes études. Et en plus, je me suis fait des amis. Oren est passionné par l'Asie de l'Est et en particulier le Japon dont il a appris tout seul la langue. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il ne sait pas quelles études il va suivre. Mais il a déjà fait ses premiers pas dans le monde universitaire. Et ça, c'est une belle victoire. Fleur Cietruc, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi ces étudiants pendant toute une journée. Dites-moi, ils ont l'air ordinaires quand même. Bon, mis à part qu'ils parlent le japonais couramment. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je les ai trouvés bien plus motivés que des étudiants ordinaires. Vous en avez déjà vu, vous, des étudiants qui posent des questions en cours et qui s'intéressent à ce que dit le professeur. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils sont différents. Ce qui caractérise en fait le syndrome d'Asperger, comme tous les troubles du spectre de l'autisme, ce sont des centres d'intérêt plus restreints, difficultés à communiquer ou encore une difficulté à comprendre le langage corporel. Pour vous donner un exemple, vous et moi, on est des éponges depuis notre petite enfance. Attention, j'ai pas dit des torchons, nous sommes des éponges. On enregistre tout ce qui se passe dans l'environnement. Par exemple, un petit enfant de 2 ans qui veut un gâteau, il crie, sa mère fronce les sourcils. Alors il essaye une autre technique, il sourit et ça marche. Elle sourit également. Il a appris de ce langage corporel, mais pas ceux qui sont touchés par un trouble de l'autisme et notamment par Asperger, qui est le cas dans ce reportage. Et ça en fait des gens qui sont inadaptés socialement, mais dans le cas d'Asperger, ils sont très intelligents et donc aucun problème à ce niveau-là. Mais si on leur explique, ils peuvent changer d'attitude ou bien ça sera toujours comme ça répétitif? Non, après il faut leur donner les clés parce que eux, ça va pas leur sauter au visage que vous êtes en colère quand vous froncez les sourcils et quand vous faites la tête. Il va falloir donner les clés pour décrypter cette société. C'est ce que fait ce programme. Oui, donc c'est des codes qui sont complètement différents. C'est des codes qu'ils n'ont pas, tout simplement, et qu'il faut leur apprendre. Alors justement, ce syndrome d'Asperger a été largement représenté dans la littérature, dans les séries et dans le cinéma. On se souvient tous des exploits de Charlie, le héros de Rain Man, incarné par Dustin Hoffman. Je vous propose de regarder un extrait de ce film. Sally Dibbs, Sally. 461-0192. How did you know my phone number? How'd you know that? You said read the telephone book last night. Dibbs, Sally. 461-0192. How'd you do that? How'd you do that? I don't know. You memorized the whole book? No. You start from the beginning? Yeah. How far did you get? G.
G? G, Godzik, William Marsh Godzik. You memorized to G? Yeah, G. A, B, C, D, E, F, G. G, half a G. That's good, Ray. Yeah. I like that. Yeah. Un film plein d'émotions, hein, Fleur Citruc avec ses deux frères qui s'adorent, hein, avec Tom Cruise. Il a une mémoire absolument exceptionnelle. On est complètement dans la fiction, puis il y a une partie de réalité quand même. Alors, tous les Asperger n'ont pas cette mémoire exceptionnelle. Hein. Là, c'est une partie de la fiction. Mais c'est vrai qu'on pense que beaucoup de grands hommes qui ont marqué l'histoire, eh bien, ils ont des traits associés à ce syndrome d'Asperger, notamment Albert Einstein. Vous avez Isaac Newton ou Charles Darwin, pour ne citer qu'eux. Et pour la petite histoire, figurez-vous que le Pentagone a fait une note secrète en 2008 qui dit que peut-être Poutine aurait Asperger, ce qui l'obligerait notamment à exercer un contrôle maximum sur lui en cas de crise. C'est ce qui est écrit dans le rapport du Pentagone de 2008. Ces experts ne se basent que sur des vidéos parce qu'ils n'ont jamais pu le diagnostiquer, donc ça reste tout de même sujet à caution. Oui, remarquez, côté russe, ils peuvent dire aussi qu'Obama a Asperger. Allez savoir, pourquoi ce trouble de l'autisme fascine autant, Fleur? Alors, il fascine parce que, à travers l'histoire, donc il y a ces grands noms, et aussi parce qu'on aimerait sans doute, nous, pouvoir utiliser notre mémoire, nos capacités intellectuelles au maximum comme ils le font eux. Oui, alors il y a de plus en plus de cas d'autisme dans le monde. Regardez ce graphique, cette infographie. En Israël, on parle d'une naissance sur 182, en France d'une naissance sur 150, alors qu'on parlait d'un cas sur 1000 il y a 30 ans, et on comprend encore mal les causes de ce phénomène. Mais ce qui est sûr, c'est que la société va devoir intégrer ces personnes avec leur handicap. Il y a donc une vraie volonté d'intégrer ces jeunes en Israël, Fleur, mais ça reste un grand défi. Hein. Oui, d'abord, on va reparler un tout petit peu du nombre de personnes qui sont touchées par Asperger. C'est difficile à définir parce qu'il y a l'autisme, et Asperger, c'est juste un des syndromes du spectre autistique. On parle de 31 millions d'Asperger dans le monde, et ces gens-là, il va falloir les intégrer, vous l'avez dit, dans la société, alors que la France, elle a été condamnée à 5 reprises par le Conseil de l'Europe, puisque elle ne fait rien au niveau de l'éducation, au niveau de la formation. Israël, au contraire, est montré en exemple, et régulièrement, donc, on prend l'exemple d'Israël pour ouvrir des classes, et je vous propose d'écouter en fait le président de l'université de Tel Aviv. Une université publique comme la nôtre doit être en lien avec la société et ne négliger aucun secteur. Ici, nous avons un groupe d'individus qui est complètement à part, et j'ai le sentiment que nous pouvons vraiment les aider à s'intégrer, à ne pas être un poids pour la société. Une fois qu'ils ont suivi ce programme éducatif, ils peuvent rendre de grands services à la société. Et ça, c'est une grande réussite pour l'université. Alors, en Israël, il y a d'autres universités qui proposent de tels programmes. Il y a notamment le collège académique d'Ono, près de Tel Aviv, et l'université d'Ariam. Mais ce qui caractérise le nouveau programme de l'université de Tel Aviv, c'est qu'on apprend également à rentrer dans la vie sociale à ces étudiants. Et désormais, ce programme, il cherche un sponsor, donc je le signale. Alors, ce qu'il y a d'incroyable en Israël, c'est que l'armée a développé un programme spécial justement pour ces jeunes. Alors, voilà, Israël, toujours la volonté d'intégrer ces jeunes, mais aussi d'utiliser leurs facultés, on l'a vu, hors normes. Et ce programme, il a été créé au sein de l'unité 9900 qui se consacre à l'interprétation des photographies aériennes et satellites. Et les résultats ont été bien au-delà des espérances, parce que ces jeunes, ils arrivent à lire des détails sur des cartes que personne ne voit, et ils ont une concentration dans la durée exceptionnelle. Merci Fleur Citruc. D'ailleurs, maintenant, on ne parle plus d'un handicap, mais on parle plutôt d'une différence. Merci à vous de nous avoir proposé ce dossier. Demain, dans le grand dossier, nous parlerons de l'art de vivre à la française, cette expression qui semble être devenue une formule magique à l'étranger. Qu'en est-il vraiment? En attendant de vous retrouver, ne changez pas de chaîne. L'info sur I24 News continue. N'oubliez pas vos grands rendez-vous. Ce soir, 19h, Paul Amar, 20h, Jean-Charles Panoun.